l'entretien de la semaine. Nous n'avons aucune peine à associer Champollion au déchiffrement des hiéroglyphes, mais qu'en est-il de l'écriture cunéiforme ? Quels sont les savants qui ont percé les mystères de ces caractères et pourquoi n'ont-ils pas connu la même célébrité que leurs confrères égyptologues ? Dans son dernier livre, Dominique Charpin retrace la folle aventure du déchiffrement de l'écriture cunéiforme et de l'assyriologie, la discipline qui étudie les civilisations derrière cette écriture. Professeur au Collège de France, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Dominique Charpin est également un homme de terrain. Épigraphiste, il a réalisé des missions en Syrie et en Irak et il est aujourd'hui avec nous dans le studio de Canal Académie pour nous parler de son dernier livre, En quête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie. Dominique Charpin, bonjour. Bonjour. Alors avant de rentrer dans la grande histoire de l'assyriologie, arrêtons-nous d'abord sur ce terme pour les auditeurs qui n'auraient jamais entendu. À quelle zone géographique fait-il précisément référence ? À la zone par laquelle les recherches ont commencé, c'est-à-dire le nord de l'Irak actuel, donc dans l'Antiquité, la Syrie, et là on a un problème toujours, notamment quand on est à la radio, parce que il s'agit de l'Assyrie, le pays des Assyriens, à distinguer de la Syrie, et donc quelquefois ça peut donner lieu à des confusions. Et donc en 1842, on a commencé par fouiller dans la région de Ninive, donc en plein cœur du pays assyrien. Et c'est Renan qui, en 1859, alors que les recherches sur l'écriture cunéiforme avaient déjà bien été entamées, qui a proposé que sur le modèle des égyptologues spécialistes de l'Égypte, on appelle assyriologues les spécialistes de l'Assyrie et de la langue assyrienne. Donc l'assyriologie, cette discipline, elle commence à se développer au milieu du 19e. Et à cette époque, l'Europe est marquée par ce qu'on appelle l'orientalisme. Cette fascination pour les civilisations orientales est très présente dans les arts, la littérature, la peinture. Elle va inspirer plein d'artistes comme Flaubert en France, par exemple. Et c'est précisément dans ce contexte que vont débuter les premières fouilles dans ces régions, en Mésopotamie. Quelles sont les premières personnes qui vont s'y intéresser sur place ? Alors, il y a eu plusieurs démarrages, si je puis dire. Il y en a un qui s'est fait d'abord dans le royaume de Perse. Et donc, on s'est intéressé aux premières écritures cunéiformes, notamment sur le site de Persépolis. Et là, ce sont d'abord des voyageurs au XVIIIe siècle qui ont ramené des copies qui, au départ, étaient assez fantaisistes, qui sont devenues de plus en plus exactes. Et donc, on a commencé à travailler sur cette écriture cunéiforme dite persépolitaine, puisqu'elle vient de Persépolis. Ça a été le premier pôle. Et puis, ensuite, je dirais que l'accent s'est déplacé dans l'Empire ottoman, et précisément dans la région de la ville de Mossoul. Et c'est comme ça que les fouilles ont commencé en 1842, qui étaient menées par le consul de France à Mossoul, qui s'appelait Paul-Émile Botta. Qui n'a reçu aucune formation. Le problème est que l'archéologie n'est pas encore constituée comme discipline à ce moment-là, et c'est l'époque où on a beaucoup de diplomates, on a quelquefois aussi des militaires ou des religieux qui, en fonction de l'endroit où ils se trouvent, se lancent dans des explorations archéologiques. Mais c'est vrai que la méthode, elle s'est constituée progressivement dans le cours du 19e siècle. Et on peut dire qu'on commence à avoir des fouilles méthodiques aux alentours de 1900. Auparavant, ce sont des façons de faire qui, rétrospectivement, nous paraissent un peu terribles. Mais voilà, il faut bien commencer... et puis petit à petit, les méthodes se sont affinées et elles n'arrêtent pas de progresser, bien sûr. Alors vous parliez à l'instant donc de Paul-Émile Botta, qui est français et qui est nommé vice-consul de France à Mossoul. Mais il n'y a pas que des Français sur place. Vous dites qu'il y a un fort climat de compétitivité à l'époque, notamment avec les Anglais. Dans l'Angleterre victorienne de l'époque, vous parlez d'une véritable assyriomanie. L'assyriomanie, elle est venue des découvertes qui ont été faites un tout petit peu plus tard par Layard. Ce qui s'est passé, c'est que donc Botta a voulu d'abord fouiller à Ninive, et puis il ne trouvait pas grand-chose, et il y a des villageois d'un site voisin qui s'appelait Khorsabad qui lui ont dit « mais chez nous, il y a des statues », et donc il est allé voir, et c'est comme ça qu'il a entrepris la fouille de ce qu'on a compris par la suite être le palais de Sargon, un roi assyrien du 7e siècle avant notre ère. Il a continué, et il a eu un
successeurs placent jusqu'en 1855, et c'est comme ça que toute cette acropole de Khorsabad a pu être fouillée. Et les Anglais, eux, sont arrivés un peu plus tard avec Layard, qui a fouillé le site de Nimroud en particulier, et puis qui est arrivé à Ninive et qui a eu la chance de découvrir la bibliothèque du roi Assurbanipal dans un des palais de Ninive. Et donc, ça a entraîné, donc à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas encore les lois des antiquités qui ont été promulguées par la suite, et donc les fouilleurs ramenaient chez eux ce qu'ils voulaient, avec les moyens dont ils pouvaient disposer. Et c'est comme ça que au Louvre, on a ces bas-reliefs de Khorsabad qui ont été réexposés dans un cadre nouveau avec le Grand Louvre, et qui, dans un premier temps, se trouvaient dans une salle de la Cour Carrée. Et puis, au British Museum également, vous avez énormément de bas-reliefs assyriens qui ont été transportés, d'où effectivement cette assyromanie il y avait déjà eu des vagues d'égyptomanie, donc c'est ce que c'est que la mode. Hein. Il faut changer régulièrement de sujet. Il y avait un intérêt très grand du public à cette époque-là pour ce type de découverte. On va en reparler dans quelques instants, mais arrêtons-nous sur Ninive précisément. Donc, c'est une cité qui est bien connue dans l'imaginaire biblique. Elle évoque l'histoire de Jonas. En 2 mots, qu'est-ce que ce récit raconte exactement ? Alors, donc on a le récit de Jonas qui est envoyé par Dieu pour convertir la ville de Ninive, et dans le livre biblique qui porte son nom, on nous dit qu'il fallait 3 jours pour parcourir toute la ville, façon de dire que c'était une ville très étendue. Quand on a pris ça au pied de la lettre, on a eu des problèmes avec la topographie, mais petit à petit, on a compris qu'il ne fallait pas travailler de cette manière. Et il est sûr que la recherche d'antiquités bibliques a été un des moteurs de la naissance de l'archéologie orientale. Ça a été vrai aussi par rapport à la recherche de la tour de Babel, par exemple. Et on a retrouvé des ruines de ces tours à étages, de ces ziggourats, comme on dit, qui ont permis de mieux comprendre un certain nombre d'aspects du texte biblique. Et vous dites d'ailleurs que la Bible, à cette époque, est une source historique pour les savants. Ils n'ont pas d'autres ressources. Alors, ça fait partie. Il y a dans les textes classiques un certain nombre d'indications, mais qui sont souvent de type légendaire. Et c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à déchiffrer les textes assyriens, on a trouvé dans ces textes le nom de rois qui étaient présents dans la Bible, comme Sennacherib, par exemple, ou le nom de villes, comme Uruk ou Our. Et donc, dans un premier temps, effectivement, on a eu le sentiment que l'archéologie allait pouvoir démontrer que la Bible disait vrai, selon le titre d'un livre célèbre. Alors pourquoi la découverte de Ninive va remettre en question le statut de la Bible ? Ça s'est fait quand petit à petit on a déchiffré les textes découverts dans cette bibliothèque d'Assurbanipal. Donc ces textes ont été envoyés au British Museum au début des années 1850, et puis il a fallu les mettre en ordre. Ces textes ont fait partie des documents qui ont aidé à déchiffrer l'écriture cunéiforme et à comprendre que la langue qui était notée ainsi, c'était de l'assyrien, qui était une langue sémitique. Et donc, avec la connaissance qu'avaient les savants de l'époque de l'arabe et de l'hébreu, on a pu surmonter les difficultés du déchiffrement. Et je dirais que aux alentours de 1860 à peu près, on a déjà une base de déchiffrement qui est bonne. Et ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tard, en 1872, un des employés du British Museum, qui s'appelait George Smith, a découvert un texte qui était le récit du déluge. Et là, tout à coup, on a vu la parenté de ce texte avec le texte biblique, parce qu'il y avait par exemple l'histoire des oiseaux qui sont envoyés à 3 reprises, et la 3e fois, les oiseaux ne reviennent pas, ce qui est le signe que la terre a à nouveau émergé. Et donc, on s'est demandé, bien sûr, quelle était la relation entre les 2 textes. Est-ce que l'un avait copié l'autre? Est-ce qu'il y avait un ancêtre commun? Et du coup, on a compris que ces textes bibliques, ils avaient une mise en forme qui correspondait à des réalités que la critique historique permet d'établir. Et donc, que la vision qu'on avait
encore en majorité à l'époque, de textes bibliques dictés par Dieu à Moïse, c'était une vision qui n'était plus tenable et qu'il fallait comprendre l'inspiration autrement, ce qui, bien entendu, a été quelque chose de très compliqué, en Mm. particulier à l'intérieur de l'Église catholique. Et vous dites que ça va créer des polémiques et qu'il va y avoir deux camps qui vont se former entre, d'un côté, les libéraux et de l'autre, les conservateurs. Oui, alors c'est une façon qui n'est peut-être pas suffisamment nuancée de résumer les choses, mais c'est vrai qu'en gros, on peut voir ça comme ça. Et je dirais que l'un des problèmes qu'a eu la critique biblique, précisément, c'est que c'est dans le monde protestant que on a admis le plus vite que les textes bibliques pouvaient être étudiés comme n'importe quelle tradition écrite. Du côté de l'Église catholique, ça a été beaucoup plus Moins long. facile. Et lorsque des gens comme le père Lagrange, par exemple, ont tenté de s'ouvrir à cette façon de lire de la Bible, eh bien, ils ont été sommés d'arrêter de publier et de faire autre chose. Et c'est par la suite seulement que la critique biblique a été ouverte dans l'Église catholique. Il faut attendre une encyclique de 1943 pour que ce type d'approche, qui fait la part belle à ce qu'on appelait les genres littéraires, hein, c'est-à-dire il faut admettre que les textes ne sont pas à prendre forcément au pied de la lettre et qu'il y a des récits imagés qui ne sont pas des textes historiques comme on les considérait jusqu'alors. Alors, il y a Ninive, mais il y a aussi d'autres lieux de fouilles qui vont donner lieu à des découvertes importantes. Et parmi les objets que l'on retrouve, il y a ces fameuses tablettes indéchiffrables. Dessus, il y a des inscriptions donc en écriture cunéiforme. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors, donc ces écritures cunéiformes, on a compris assez vite que ce qu'on avait d'abord trouvé, qui date du premier millénaire, n'était que la fin d'une très très longue tradition. On s'est demandé quelle pouvait être l'origine de cette écriture cunéiforme. Et là, on a compris, très vite d'ailleurs, que cette écriture n'avait pas été au départ créée pour noter une langue sémitique. Et on s'est demandé quel était le statut de cette langue antérieure pour laquelle l'écriture cunéiforme avait été inventée, quel nom lui donner. Et c'est le français Jules Aubert qui a joué un rôle majeur en donnant le nom à cette langue de sumérien et en disant ce sont les Sumériens qui ont été les inventeurs de l'écriture à la fin du 4e millénaire, et la suite lui a donné raison, mais il a fallu qu'il bataille beaucoup pour faire admettre ce point de vue. Et je dirais que là, s'il faut donner une date, c'est 1905, la parution par François Thureau d'Angin d'un livre qui s'appelle tout modestement Inscription de Sumer et d'Akkad. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que le déchiffrement du sumérien a été assuré, même si il nous reste encore beaucoup de progrès à faire, parce que le sumérien est une langue pour laquelle on a du mal à trouver des langues apparentées. Alors, on a un collègue à l'heure actuelle qui plaide beaucoup pour revenir à l'intuition initiale d'Aubert, qui était de faire des rapprochements avec les langues finno-ougriennes, mais son approche ne fait pas l'unanimité, je dirais. En tous les cas, pour déchiffrer le sumérien, l'essentiel des outils dont ont disposé les assyriologues, c'était tout simplement les manuels que les maîtres d'école avaient mis au point et dans lesquels on avait des listes de mots bilingues avec une colonne en sumérien, une colonne en assyrien, ou on le dit aujourd'hui en akkadien de façon plus large, hein, et tous ces instruments pédagogiques qui permettaient à des élèves, donc, dont le sumérien n'était pas du tout la langue. Sumérien est devenu une langue morte aux alentours de 2000 avant notre ère à peu près, mais a gardé un statut un peu semblable à celui du latin dans la civilisation occidentale. Et donc on apprenait à lire et à écrire en sumérien de la même manière qu'en Occident, on apprenait à lire et à écrire en latin. Ce sont les frères des écoles chrétiennes, on a oublié ça, hein, mais c'est seulement à partir de la fin du XVIIe siècle qu'on a admis qu'il était possible d'apprendre à lire et à écrire en français. Et donc on avait le même type de problématique dans cette civilisation. Alors, vous dites que le déchiffrement est long et progressif. Et une des clés du succès, c'est d'identifier les noms propres sur ces tablettes, c'est ça?
Absolument. Ça, c'est un point général dans l'histoire des déchiffrements. Les noms propres aident beaucoup. Ça a été le cas pour commencer avec les cunéiformes persépolitains, on l'a vu tout à l'heure, et ça a continué. Et pour les hiéroglyphes, on sait que ça a été également de cette manière que on a pu progresser. Mais les noms propres ne sont pas tout. Il y a aussi justement la nature de la langue. Quand vous repérez que le mot pour désigner l'argent, c'est kaspa, alors vous vous dites, mais kaspa, c'est exactement le même mot qu'en hébreu pour désigner l'argent. Et donc, du coup, vous vous dites, mais alors, cette langue, c'est une langue sémitique. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez de plus en plus de lectures de signes, vous repérez de plus en plus de mots qui ont une allure sémitique. Et c'est comme ça aussi que on a commencé à bien comprendre l'assyrien. Et il faut savoir que donc l'assyrien, c'est une des deux branches d'une langue que leur locuteur appelait akkadien, en fait. Et au nord, c'est l'assyrien, et puis autour de Babylone, c'est le babylonien. Donc assyrien et babylonien sont deux branches de l'akkadien, qui est cette langue sémitique de l'Est par rapport à l'hébreu, le phénicien, qui sont des langues de l'Ouest. Tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai présenté comme épigraphiste. C'est justement ça, en fait. L'épigraphie, c'est étudier les inscriptions qui sont sur ces tablettes en argile ou en métal. Voilà. On a une différence essentielle par rapport aux collègues qui travaillent sur le monde de l'Antiquité classique gréco-romaine, parce que eux ont deux grandes branches. Tout ce qui a été transmis par la tradition, qui a été recopié dans des manuscrits à l'époque médiévale, et puis ils ont aussi les inscriptions qu'on découvre sur toutes sortes de supports, sur la pierre, le métal, éventuellement les papyries. Mais pour nous, il n'y a aucun texte qui soit parvenu par le biais de copies d'une tradition ininterrompue. Tout vient des fouilles. Et donc, vous l'avez dit, le support privilégié de l'écriture, et c'est une grande chance, ça a été la tablette d'argile. C'est une grande chance parce que l'argile se conserve très bien, même s'il y a un incendie. Et également, même si la couche dans laquelle se trouvent ces tablettes d'argile est sous le niveau de la nappe phréatique et donc dans une zone d'humidité, lorsque on sort les tablettes lors des fouilles, il faut faire sécher lentement les tablettes et à ce moment-là, elles deviennent dures. La plupart des tablettes, en fait, n'ont jamais été cuites dans l'Antiquité. Elles l'ont été éventuellement accidentellement lorsque la ville a été attaquée par un ennemi et qu'on a mis le feu. Et à ce moment-là, bon, les bâtiments ont brûlé et tout le contenu, et notamment les tablettes, ont brûlé avec. Mais très souvent, on retrouve des tablettes qui sont en argile crue. Donc ce support a été notre grande chance. Si vous regardez dans le monde gréco-romain, qu'est-ce que vous avez comme archives, hein? On a des choses à Herculanum ou Pompéi qui ont brûlé, mais qu'on a réussi à déchiffrer. Et c'est en fait surtout en Égypte que vous avez des archives, parce que le papyrus, là, s'est conservé à cause de conditions climatiques favorables. Mais autrement, ce que les épigraphistes du monde gréco-romain travaillent, ce sont surtout des inscriptions sur pierre, par exemple. Nous avons la chance que tout ça, c'est très bien conservé. Et le paradoxe, c'est que une partie des inscriptions auxquelles on voulait donner de la longévité, eh bien, on les gravait sur la pierre ou sur le métal, et c'est pas forcément ça qui est arrivé jusqu'à nous. Le plus grand nombre de textes, ce sont les textes de la vie quotidienne, donc qui étaient inscrits sur de l'argile, et on pensait pas du tout, en utilisant l'argile, à cette question de longévité. On s'intéressait à l'argile parce que c'était un support très facile. On est dans une plaine alluviale, donc il suffit d'épurer l'argile qu'on trouve dans le sol, et on fabrique ces tablettes. On inscrit les signes à l'aide d'un roseau, et là, le long des canaux, des roseaux, il y en avait partout qui poussaient. Donc c'était simplement le souci de l'économie et de la facilité pour se procurer la matière première qui explique le choix de ce support. Mais ça a été évidemment quelque chose pour les historiens de magnifique. Alors, je le disais en introduction, contrairement aux hiéroglyphes, on associe directement leur déchiffrement à Champollion. Dans le cas de l'écriture cunéiforme, il n'y a pas vraiment un nom qui se dégage, il y en a plusieurs. Vous dites que c'est une aventure collective. Tout à fait.
qui s'est faite à la fois sur le mode de la coopération et de la compétition. Vous évoquiez tout à l'heure justement la compétition entre les Français et les Anglais. Et cette compétition, elle s'est faite sur le terrain au moment des fouilles, mais elle s'est poursuivie aussi lorsqu'il a fallu travailler sur tous ces textes. Mais globalement, on peut dire que ça a été une émulation plutôt saine. Simplement, à certains moments, il y avait des savants qui gardaient par devers eux des documents cruciaux pour les travailler dans leur coin au lieu de les mettre à la disposition de tout le monde. Donc, ça a pu entraîner certains ralentissements. Et donc, il y a, je dirais, pour les débuts, 3 grandes figures. Il y a eu Rawlinson, qui était donc un militaire anglais, qui a joué un rôle très important pour le déchiffrement justement de l'écriture cunéiforme persépolitaine, avec la copie qu'il a publiée des inscriptions de Behistun. Il y a eu ensuite, en même temps, un Irlandais qui était un religieux, Inks, et puis le troisième, donc qu'on a déjà évoqué, qui était Jules Aubert, qui était d'origine allemande, mais qui s'est établi en France. Et puis, il y en a eu d'autres, mais je dirais que ce sont ces 3-là qui ont été les pionniers dans le déchiffrement. Et par rapport à Champollion, puisqu'il faut faire une comparaison, ils sont tous les 3 moragés. Et donc, je dirais par rapport à la légende de Champollion, cette légende romantique, au XIXe siècle, il faut des héros qui meurent jeunes, ça va mieux encore dans l'image qu'on se fait du génie. Eh bien, évidemment, nos 3 assyriologues qui sont morts du côté de 80 ans, ça n'a pas frappé les esprits de la même manière. Donc, il y a eu ces deux aspects, le côté collectif et le fait qu'on n'a pas une personnalité qui soit morte jeune et autour de laquelle on ait développé cette espèce de culte du héros. Donc on n'a pas exactement l'équivalent de la lettre à Monsieur Dacier, dont on a célébré le bicentenaire tout récemment. Mais on a quand même une date qui est marquante, c'est 1857. Ça a été la découverte d'une inscription nouvelle sur le site d'Achour, qui a été copiée par un Anglais qui s'appelait Norris et qui a transmis sa copie à un amateur éclairé qui s'appelait Talbot, qui est surtout connu comme un des inventeurs de la photographie, mais qui s'intéressait aussi au cunéiforme. Et Talbot a fait un premier déchiffrement de cette inscription et il a dit à Norris, ce serait intéressant de communiquer votre copie à d'autres savants en leur demandant de ne pas communiquer entre eux et de vous envoyer leur traduction sous une enveloppe scellée. Et puis, on pourrait comme ça comparer les différentes traductions. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, en mai 1857, il y a eu une séance solennelle de la Société asiatique royale à Londres. Et on a décacheté les 4 traductions. Donc, il y avait celle de Talbot, celle de Rawlinson, celle de Inks et celle de Aubert. Et on a vu qu'elle concordait suffisamment pour qu'on puisse considérer que, oui, le déchiffrement du cunéiforme et de la langue assyrienne était une chose sérieuse et assurée. Il y avait des différences, mais en gros, le sens des 4 versions était bien le même. Oui. Donc, voilà, 1857, c'est pour les assyriologues un peu la même chose que 1822 pour nos collègues égyptologues. Mais comme je viens de le montrer, c'était 4 personnes et non pas une. Je voulais quand même revenir sur la figure de Jules Aubert qui revient en fait tout au long de votre livre. Qui est-il exactement et quelles ont été ces grandes découvertes, ces grands faits marquants ? Alors, c'est donc quelqu'un qui est né à Hambourg en 1825, qui a fait des études à la fois de droit et d'orientalisme. C'est lui qui a, je dirais, systématisé les découvertes qui avaient été faites jusqu'alors. Et il a publié en 1858 un livre dans lequel, pour la première fois, les principes du déchiffrement étaient exposés avec la première liste de signes cunéiformes et leur lecture systématiquement établie. Et puis ensuite, il a continué avec une grammaire. Là, il a écrit la première grammaire de la langue assyrienne en 1860. Et donc, c'est comme ça qu'il a établi sa réputation et il a continué des travaux. Et c'est
pour lui qu'a été créée en 1874 la première chaire de archéologie et philologie assyrienne au Collège de France. Donc, alors justement, vous le disiez, il fait partie donc des pionniers, et puis progressivement, la syriologie va se consolider et donc devenir un champ d'enseignement, vous l'avez dit à l'instant. Donc là, on se situe à peu près au début du XXe siècle, Un petit peu avant un déjà. petit peu avant. Oui, disons que justement, cette date de 1874 pour le Collège de France, elle est importante et c'est à peu près au même moment que l'enseignement de la syriologie débute également à l'école pratique des hautes études, un petit peu plus tard à l'école du Louvre, à l'Institut catholique. Donc là, il s'agit des années 1880. Donc dans les 2 dernières décennies du 19e siècle, c'est le moment où il y a la formation d'une nouvelle génération. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé, justement, de ne pas en rester au récit traditionnel des déchiffrements, mais de voir ensuite comment une spécialité se construit. Et ça s'est fait de plusieurs manières, donc par la formation d'élèves et tous les gens ont été en poste à partir de 1900 avaient suivi l'enseignement d'Opère, et puis après ça, on a des gens qui ont suivi l'enseignement des élèves d'Opère, et ainsi de suite. Et puis, ça s'est fait aussi par le développement de lieux de recherche, donc des bibliothèques, des musées dans lesquels il y a des collections de tablettes cunéiformes et où on peut les étudier. Et puis également la constitution d'instruments de travail, donc des manuels, des collections de publications de textes, et puis le développement de revues de plus en plus spécialisées. Alors au départ, si on prend le cas de la France, les 2 revues qui ont été principalement sollicitées, c'était les comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres d'une part, et le journal asiatique d'autre part. Et ce qu'il faut voir, c'était que à cette époque-là, ces publications étaient avec une fréquence beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Le journal asiatique, par exemple, a été publié tous les 2 mois, alors qu'aujourd'hui, c'est une publication semestrielle. Donc c'était une façon d'avoir des échanges qui étaient très rapides entre les savants. Puis on s'envoyait par la poste des tirés à part. Donc finalement, en termes de vitesse de circulation de l'information, nous sommes très fiers de nos sites internet, mais je dirais qu'au 19e siècle, ça marchait pas si mal que ça, de cette manière. Petit à petit, on a créé des revues spécialisées. Donc la première en France, c'était la revue d'assyriologie qui a été fondée par Opère et puis par un conservateur du Louvre qui s'appelle Le Drin en 1884 et qui est toujours vivante aujourd'hui. C'est la plus ancienne revue d'assyriologie au monde qui soit toujours vivante. Et j'en suis très fier puisque j'ai recueilli cet héritage et on le poursuit. En Allemagne, il y a eu également des revues spécialisées, etc. Donc, tout simplement parce que la production devenait telle que les revues traditionnelles ne suffisaient plus. Vous disiez à l'instant, le rythme de publication est beaucoup plus intense parce qu'il y a plein de nouvelles, de communications en fait, à faire partager au grand public. Voilà. Et c'est là où il y a quelque chose, moi, que j'avoue, je n'avais pas mesuré, c'est à quel point il y avait un écho dans le grand public de ce qui se passait. Par exemple, il y a des tas de journaux destinés au grand public qui rendaient compte toutes les semaines des activités de l'Académie. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de le faire savoir, mais c'est pas dans Le Monde que vous trouvez tous les vendredis des comptes rendus de ce qui se passe à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. On a d'autres canaux, mais là, c'était, je dirais, l'élite cultivée qui était tenue au courant des livres qui étaient présentés. Il y avait des petits résumés, et ça se trouve même dans des journaux un peu inattendus. Et il n'y a pas que des publications, mais il va y avoir aussi des expositions. Le musée du Louvre, notamment, va organiser quelques expositions. Est-ce qu'elles réunissent un grand public à l'époque ? On n'a pas de données chiffrées très, très précis, mais on voit bien justement l'écho dans la presse de ces expositions. Ça a commencé par le musée assyrien de Louis-Philippe en 1847, lorsque les premiers bas-reliefs de Khorsabad sont arrivés
par bateau jusqu'au Louvre. Et il y a eu d'autres expositions importantes. Par exemple, en 1902, alors là, c'était pas au Louvre dans un premier temps, c'était au Grand Palais. Il y a eu une grande exposition sur les découvertes qui venaient d'être faites à Suse. Et un des monuments les plus marquants de cette exposition, c'était le Code d'Hammurabi. Et là, c'était une chance incroyable parce que l'exposition avait déjà été décidée bien avant et le Code d'Hammurabi a été découvert quelques mois avant l'ouverture de l'exposition. Et De Morgan, qui était le directeur de la fouille, a réussi à faire venir le code à temps pour l'ouverture. Donc le dernier fragment a été trouvé en janvier 1902 et l'exposition ouvrait en avril 1902. Et l'épigraphiste de la mission, qui était le père Scheil, a réussi lui aussi un exploit, c'est-à-dire de publier ce texte en quelques mois. Et donc, dès la fin de cette année-là, le texte du Code d'Hammurabi était publié et livré à la sagacité de nombreux juristes qui, évidemment, se sont rués sur ce texte fondateur. On va faire un saut dans le temps. Au fil des années, la discipline va se spécialiser. Elle va prospérer notamment après la Seconde Guerre mondiale. On parle des 30 glorieuses de la sériologie. Et une nouvelle génération de spécialistes va s'installer, avec notamment des femmes, ce qui était assez inexistant jusqu'alors. Il va y avoir beaucoup de créations de postes, notamment au CNRS. C'est là, je dirais, où y a un tournant dans la façon de faire. Si vous regardez le carton d'invitation pour l'inauguration de la bibliothèque d'assyriologie qui a été ouverte au Collège de France en 1937, on a retrouvé le texte avec la bibliothécaire actuelle, et ça commence par « Chers collègues ». Et y a pas on n'envisage pas d'inviter des femmes, donc 1937. Et de fait, quand on regarde toutes non seulement les chaires qu'il pouvait y avoir au Collège de France, à l'École des hautes études ou ailleurs, mais quand on regarde aussi les conservateurs du Louvre, lorsqu'il y avait des femmes, c'était vraiment dans des postes de bibliothécaires, d'assistantes, etc. Mais c'était pas comme savantes. Et c'est là où le CNRS a joué un rôle important parce que dans les postes qui ont été créés donc après la Seconde Guerre mondiale, là on a vu des femmes qui devenaient chargées de recherche et puis même par la suite directeur ou directrice de recherche. À l'époque, on ne se posait pas beaucoup la question de la féminisation des titres, mais ça a été un changement marquant. Et aujourd'hui, dans la sériologie mondiale, je n'ai pas fait de recensement précis, mais on est à peu près à la parité. Vous avez décidé d'arrêter votre étude en 1975. Pourquoi cette date ? Alors, c'était difficile de savoir quand est-ce que j'allais arrêter cette histoire de la sériologie. Et j'ai choisi 1975 pour deux raisons, une qui était personnelle et une qui était plus objective. Alors la raison la plus objective, c'est parce que c'est à ce moment-là que sont morts les deux principales figures de la sériologie française de l'époque. Donc on avait d'abord Jean Nouguerol en 1974 et puis quelques mois plus tard René Labatte. Et donc il y a eu un changement de génération à ce moment-là. L'autre raison qui est plus personnelle, c'est que c'est le moment où j'ai terminé mes études. Je suis devenu assistant de Paul Garelli en 1976. Et à partir de ce moment-là, j'aurais mélangé mes souvenirs personnels avec le travail de l'historien. C'est un exercice assez délicat et que j'ai préféré ne pas entreprendre. Même si aujourd'hui la sériologie n'est plus une science nouvelle, il reste bien des vérités à élucider. C'est Jules Aupert qui le disait déjà à son époque. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, on n'arrête pas de faire des découvertes et c'est ça qui est tout à fait intéressant. Je dois aller la semaine prochaine à un colloque à Rome qui s'intéressait aux engagements divins et à leur expression orale dans l'Antiquité. Et donc, je m'étais dit, je vais reparler des alliances. C'est un sujet auquel j'ai consacré un livre il n'y a pas très longtemps.
Et je me posais la question de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir dire de nouveau. Alors j'ai commencé par réunir un certain nombre de textes qui ont été publiés ces toutes dernières années. Et puis en fait, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait des textes publiés antérieurement, mais sur lesquels on pouvait avoir un nouveau regard. Et c'est toujours ce qui est dans notre discipline très intéressant. On a des textes nouveaux en quantité, parce que les fouilles continuent, parce que les réserves des musées sont loin d'être épuisées. Et chaque fois qu'on publie des textes nouveaux, il faut regarder ce qui était déjà connu avec un œil neuf. Et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on peut avoir des nouvelles interprétations, qu'il y a tel ou tel aspect qui ne nous avait pas frappé. Et un texte nouveau met en valeur cet aspect. Donc c'est ça qui est tout à fait fascinant dans cette discipline. Et pour faire référence à votre conférence inaugurale au Collège de France, à quoi bon la sériologie aujourd'hui? Ça sert à quoi? C'est vrai que j'avais terminé sur cette thématique. Par rapport, je dirais, à l'utilitarisme de notre monde, je pense qu'il est bon de garder une certaine gratuité dans le savoir. Alors, ça peut se faire aussi du côté des sciences dites dures. Hein. Quand on voit tous les spécialistes d'astrophysique qui font de la cosmogonie, enfin de la cosmologie plutôt, qui étudie les origines de l'univers. Ça n'a pas de retombée économique immédiate, mais ça répond à cette question qui est d'où venons-nous? Alors, on peut le faire par rapport à l'origine de l'univers, on peut le faire par rapport à l'origine de l'humanité, et on a des paléontologues qui renouvellent notre connaissance de l'Homo sapiens, par exemple, et puis on peut le faire dans une échelle du temps qui est moins longue, mais qui quand même nous remonte à un passé qui est déjà ancien. Et avec la sériologie, on remonte aux origines, je dirais, des civilisations de l'écriture. Et donc là, on a l'avantage de pouvoir rentrer à l'intérieur des conceptions qu'avaient les anciens. Et c'est ça qui est pour nous extrêmement intéressant et en même temps difficile, c'est-à-dire d'arriver à comprendre ces mentalités qui sont par certains côtés très éloignées des nôtres, dans leur façon de considérer la place de l'homme dans l'univers, et en même temps, je veux dire, c'est aussi notre humanité, et donc il faut toujours faire très attention à bien voir à la fois le fil continu qui nous rattache à eux, et en même temps toutes les différences, et dans notre approche de ces civilisations, veiller à ne pas commettre d'anachronisme. Et cette école de la différence, je pense qu'elle est très utile pour vivre dans le temps présent également. Pour l'étudiant qui nous écouterait, quelles sont les qualités d'un bon assyriologue? La première, c'est la curiosité et l'enthousiasme. Je pense que sans ça, c'est pas la peine de continuer. Et puis, il faut une certaine ténacité, parce qu'il y a un bagage technique à apprendre lorsqu'on apprend les écritures, lorsqu'on apprend les langues. La lecture de nombreuses publications, donc il faut avoir aussi une bonne mémoire, parce que ça rend beaucoup de service, même si aujourd'hui, avec le numérique, on arrive à retrouver peut-être plus facilement qu'autrefois des passages d'un texte qu'on a en tête, mais dont on ne sait plus exactement la référence. Et il faut aussi de l'imagination, parce que je pense que des qualités purement techniques, ça ne suffit pas. Simplement, il faut que cette imagination soit contrôlée pour faire revivre cette civilisation mésopotamienne qui est si intéressante. Eh bien, peut-être que votre livre suscitera lui-même des vocations. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Un grand merci, Dominique Charpin, d'avoir pris le temps de nous expliquer la grande aventure de la sériologie. Et j'espère que les auditeurs sauront un peu mieux déchiffrer cette discipline. Je rappelle le titre du livre, donc Enquête de Ninive, des savants français à la découverte de la Mésopotamie, 1842-1975. Et c'est publié aux éditions des Belles Lettres et du Collège de France. Absolument. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Canal Académie. La plateforme de podcast de l'Institut de France.